Alors la Fondation, elle a pour vocation d'aller financer par du mécénat des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de gestion. Donc ce sont des projets qui ont pour vocation de préserver ce site, mais les entreprises tiennent aussi à ce que ce site soit valorisé. Alors Michelin d'abord est très heureux de continuer à travailler au sein de cette fondation. C'est le premier acteur privé de la nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'était une évidence que de rejoindre cette fondation parmi d'autres acteurs et puis de participer à cette belle aventure qui a conclu, je dirais, toutes ces années où on a espéré avoir cette inscription à l'UNESCO et enfin c'est arrivé comme un moment de délivrance. EDF est un des acteurs industriels majeurs de la région. Les acteurs du territoire se sont réunis et sont concernés par ce patrimoine que nous allons continuer à aider, à développer pour que l'ensemble des Auvergnats puissent en bénéficier. Au niveau de la Fondation Aubert-et-Duval et de l'entreprise, on veut absolument transmettre tout ce qui est lié au patrimoine, tout ce qui est lié à la ruralité. Et notre objectif, c'est que les générations futures puissent incarner ce qu'on est en train de porter. La société Paprec Commun Chalier a choisi de rejoindre cette fondation tout simplement parce que notre siège social se trouve sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, qu'on est en plein dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et qu'on est concerné du coup en premier lieu par ce territoire et qu'on a envie de contribuer à sa préservation et à sa valorisation. Pour le monde industriel, participer à un projet ambitieux pour la région, c'était normal. Et pour finir peut-être, la Fondation était un fantastique vecteur de communication. Et tous nos employés, qui sont des fervents Auvergnats, qui aiment leur pays, ont pratiquement à travers la Fondation eu le sentiment de participer à cette candidature. La Société des Eaux de Volvic, en fait, est à l'origine, comme les 7 autres membres fondateurs de la fondation de la chaîne des Puits Faille de Limagne, tout simplement parce que la première responsabilité de la Société des Eaux de Volvic est de garantir le renouvellement naturel de l'eau minérale naturelle de Volvic. Tout naturellement, et sans mauvais jeu de mots, ça coulait de source que la Société des Eaux de Volvic fasse partie de cette fondation chaîne des Puits Faille de Limagne. On a besoin d'avoir des acteurs actifs qui continuent à faire vivre le bien dans sa nouvelle catégorie, dans sa nouvelle sphère, et la Fondation a un rôle fondamental à jouer dans cette affaire. Cette fondation, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de dialoguer et d'échanger avec des parties prenantes très diversifiées. Si vous avez envie de faire quelque chose pour la chaîne des puits, je vous encourage à rejoindre la Fondation. L'histoire ne s'arrête pas à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire, elle continue, et je dirais même qu'elle recommence complètement avec l'inscription. Et à ce titre-là, la Fondation a un rôle fondamental à jouer, ce qu'elle a parfaitement compris, puisque au-delà du soutien à la candidature, c'est maintenant la gestion du bien. Et la Fondation, elle est justement un des acteurs fondamentaux de la gestion du bien. Alors la Fondation, elle a pour vocation d'abord d'aller financer par du mécénat des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de gestion. Donc ce sont des projets qui ont pour vocation de préserver ce site, mais les entreprises tiennent aussi à ce que ce site soit valorisé. L'idée, c'est pas de le mettre sous cloche, c'est au contraire d'avoir une gestion globale du site pour concilier les usages, que ce soit des usages économiques, touristiques, familiaux, plus économiques. Donc la Fondation a vocation à financer ces projets-là par du mécénat. Toute la logique du plan de gestion, c'est d'imaginer avec les habitants un mode de gestion qui permette aux habitants de vivre, qui assure une richesse de la biodiversité et qui mette en scène les formes naturelles pour qu'on en comprenne le processus. Un plan de gestion de ce bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord concilier tous les usages
Quand je dis les usages, c'est à travers les différents métiers qui existent sur le territoire, le monde agricole avec l'élevage, mais aussi les visiteurs. Et les visiteurs ne sont pas là pour troubler l'activité des professionnels, de la même manière que les professionnels ne sont pas là pour rejeter ou repousser les visiteurs. Il faut donc qu'il y ait certaines règles du jeu entre les visiteurs et les professionnels qui vivent sur cet espace, parce que une des grandes caractéristiques de cet espace, ce qui est très rare au niveau du patrimoine mondial sur l'espace naturel, c'est que c'est un espace habité sur lequel il y a une activité économique à travers le pastoralisme, mais pas seulement. Le rapport entre le climat qui fait pousser l'herbe, le climat et le sol qui fait pousser l'herbe, et la dent de l'animal qui consomme de l'herbe. Et cet équilibre, il est toujours instable. S'il y a trop d'animaux, la végétation disparaît et on a de l'érosion. S'il n'y a pas assez d'animaux, l'herbe laisse la place à des taillis, les taillis laissent la place à la forêt et on ne voit plus rien. C'est-à-dire que le site, s'il était vraiment naturel, il serait totalement boisé et on ne verrait plus les formes naturelles géologiques. Alors Michelin, c'est le premier acteur privé de la nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, première entreprise privée, et puis évidemment avec ses racines ici en Auvergne, à Clermont. Donc c'était une évidence que de rejoindre cette fondation parmi d'autres acteurs industriels, et puis de participer à cette belle aventure qui a conclu, je dirais, toutes ces années où on a espéré avoir cette inscription à l'UNESCO, et enfin c'est arrivé comme un moment de délivrance. Alors c'est un projet auquel on tenait particulièrement, qu'on a développé avec la coopérative d'estive d'Orsine et son président, que je remercie, Monsieur Pichon. C'est un projet qui est intéressant pour nous parce qu'en fait on a travaillé sur 3 axes. Un premier axe, bien sûr, autour du développement du pastoralisme. Et ça, c'est important pour nous, c'est important pour la Fondation, c'est, je crois, important aussi, bien sûr, pour l'ensemble de la région, pour permettre d'avoir une revégétalisation, un paysage qui soit beaucoup plus harmonieux, et puis, effectivement, de le rendre plus joli, plus accessible aussi. Le deuxième aspect qui est pour nous intéressant aussi, ça concerne les bergers. Parce que rénover ces cabanes d'estive, ça veut dire aussi leur permettre des conditions et d'avoir des conditions de travail qui sont plus agréables, plus modernes, et qui sait peut-être recruter et puis tenter de nouvelles vocations. Et puis le troisième aspect, c'est un aspect aussi architectural, pour pouvoir permettre effectivement d'avoir des cabanes d'estive qui sont parfaitement intégrées dans le paysage, qui ne jurent pas, et qui nous permettent aussi de préserver ce que les anciens, et les plus anciens avaient développé. EDF, comme les 7 entreprises fondatrices de la fondation que nous sommes, est un des acteurs industriels majeurs de la région. Or, acteurs industriels et région, on est intimement liés. Vous savez peut-être que lorsqu'on a un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est 20% de touristes supplémentaires à terme qui sont attendus. Alors évidemment, la candidature de ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO, porté par le conseil départemental et son président Jean-Yves Goudbels, a été une formidable opportunité pour donner de l'ampleur à notre territoire et renforcer d'une manière remarquable son attractivité. Sur l'estive de Ricolène, sur cet esprit, c'est-à-dire pour assurer la continuité du pastoralisme, il faut rendre accessibles ces territoires-là, donc faire des branchages, faire du gerboyage, couper des arbres, ça c'est une chose, mais il faut aussi que les troupeaux ne partent pas n'importe où, donc il faut mettre des clôtures, il faut aussi mettre ce qu'on appelle le passage canadien, puis un autre chose qui n'est pas toujours très connue, le corral, qui, alors dans les Far West on en parle, mais ici on n'est pas en Far West, on a la chance d'être dans un paysage aussi beau, c'est donc un moyen de vérifier l'état sanitaire des animaux, notamment des bovins, en faisant des couloirs de contention et des zones étroites de parcage. Alors les éco-compteurs, ils sont déjà dispersés un peu sur tous les sites de la chaîne des Puys, y compris des sites qui ne sont peu fréquentés.
L'idée est de voir un petit peu l'évolution de la fréquentation sur l'ensemble de ces sites pour plusieurs raisons. Pour que nous, on puisse justement gérer les flux, pour qu'on puisse aménager les sites en fonction, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes techniques d'aménagement pour un chemin quand on a 2000 personnes et quand on en a 120 000, 130 000. Donc vraiment à partir de là, ça va vraiment donner des billes pour la gestion du site. Ça peut être aussi tout simplement pour justement expliquer un petit peu que certains sites ont besoin de tranquillité et que vaut mieux cibler certains autres volcans qui sont plus emblématiques. Il suffit juste de marcher devant la cellule et on va avoir un compte qui va se rajouter. Donc ça va faire un passage supplémentaire. Le puits de Vichâtel, c'est un site qui est propriété en partie en tout cas du parc des volcans, donc on a la possibilité de tester pas mal de choses et c'est pour ça qu'on trouve que nous c'est un site expérimental parce qu'on va justement tester des techniques d'aménagement. Ici on avait un chemin qui montait droit dans la pente, donc au niveau érosion c'était très compliqué à gérer, donc on a créé complètement un nouveau sentier qui suivait les traces des troupeaux de brebis à l'époque pour garder une pente régulière, raisonnable et confortable pour le randonneur. Et on a créé un gabion, donc c'est des rondins en fait d'épicéa qu'on a mis comme un échafaudage les uns sur les autres. Ces rondins du coup vont tenir le chemin, vont tenir le talus et petit à petit la végétation va s'installer et va reprendre ce rôle de soutien pour tenir ce chemin. On a également mis des tressages de part et d'autre du chemin pour garder les gens sur le chemin, pour éviter qu'ils coupent les lacets par exemple, mais aussi pour éviter que la terre continue de descendre et que le chemin ne bouge en fonction de la fréquentation et de l'érosion naturelle. On peut accompagner des forestiers à gérer leur forêt pour gérer différemment, essayer de voir un petit peu comment on peut trouver des nouvelles techniques ou accompagner sur des techniques qui sont déjà connues pour essayer de conserver la biodiversité qu'il y a sur ces sites, sur ces parcelles forestières. Et avec les brebis, avec les bergers, on peut aussi les soutenir par rapport à la fréquentation parce qu'ici, on n'a pas de grands prédateurs, mais on a l'activité humaine et c'est pas négligeable parce que quand on a 150 000 personnes qui passent sur un parc à brebis, forcément il y a beaucoup de dérangements, il peut y avoir du stress et des avortements pour les brebis. Pour le monde industriel, participer à un projet ambitieux pour la région, c'était normal, ça nous paraissait naturel. Et la Fondation nous a permis de le faire. Ensuite, si on parle candidature, on parle attractivité d'un territoire, et bien sûr, toutes les entreprises sont intéressées par ça. Et pour finir, peut-être, la Fondation était un fantastique vecteur de communication, et tous nos employés, qui sont des fervents Auvergnats, qui aiment leur pays, ont pratiquement, à travers la Fondation, eu le sentiment de participer à cette candidature. Donc c'était très bien. Le puits de Vichâtel, propriété du syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, présente un intérêt paysager, écologique, avec présence d'habitats d'intérêt communautaire et agricole, car ressource de fourrage non négligeable. Alors le troupeau mobile Gardieni est un outil de gestion de la reconquête végétale dans un secteur où les troupeaux, garants de la pérennité de la lisibilité des formes volcaniques, ne vont plus. L'aide de la Fondation a porté sur des travaux de gyrobroyage, l'achat de filets mobiles, de postes électriques et l'achat d'une cage de retournement afin de faciliter le travail du berger. Ce projet s'est fait en collaboration avec le lycée d'enseignement professionnel agricole de Rochefort-Montagne. Je voulais qu'on puisse aborder donc ce projet du puits de Chaumont parce que c'est le projet le plus important qui a été financé par la Fondation Chaîne des Puys Faille de Limagne depuis sa création. Et c'est vraiment un projet exemplaire à plus d'un titre. Et l'histoire est assez, je trouve, assez intéressante parce que on a accueilli donc les porteurs de projets c'était en 2016 initialement. Donc l'ONF est venu nous voir en coordination avec le syndicat mixte de gestion forestière. Et nous, on avait envie de quelque chose qui soit sans doute plus ambitieux et plus global dans sa vision, puisque la Fondation doit soutenir des projets qui vont dans le sens du plan de gestion. Il fallait prendre en compte non seulement les enjeux économiques, donc ça c'était absolument essentiel, mais élargir ces enjeux-là à des enjeux de valorisation touristique, à des enjeux de préservation de la faune, à des enjeux finalement peut-être plus environnementaux, plus globaux en tout cas. La qualité paysagère a été préservée, mais elle a également été améliorée. Il y a des puits d'ouverture qui ont été travaillés et quand on se balade dans le puits de Chaumont, quand on se baladera bientôt dans le puits de Chaumont, on aura la possibilité d'avoir une belle vue sur les puits qui sont avoisinants, à savoir Chopine, Jume, Coquille, la chaîne des puits, également la Limagne.
Donc il y a quand même 70 hectares qui ont été exploités. Ça représente 6000 mètres cubes de bois. Et puis enfin, ça va permettre aussi d'accueillir du public en 2021 avec l'ouverture prochaine d'itinéraires de randonnée dédiés donc à la forêt. Nous avons des bases et des fondements communs. Donc l'Imagrin, c'est une coopérative, c'est aussi un groupe semencier. Et par nos activités agroalimentaires, mais surtout agricoles, on a un ancrage sur le territoire qui est très fort et on y est très attaché, et je dirais attaché dans tous les sens du terme. Donc c'était un prolongement finalement assez naturel pour nous d'aller s'engager dans une fondation d'entreprise qui elle-même était très ancrée dans son territoire et qui avait pour vocation de préserver et de valoriser la chaîne des puits Faille de Limagne. Donc ça c'est une belle rencontre entre, je citerai entre autres la famille Échalier et Marc Doza qui était directeur du site Aubéry du Val des Ancises, qui sont passionnés de ce territoire et qui voulaient absolument s'associer au projet UNESCO dans les années 2012. Nous, notre volonté, c'était vraiment valoriser ce territoire, valoriser la ruralité, valoriser le patrimoine et les grands espaces sur l'Auvergne et sur le Puy-de-Dôme en particulier, et faire comprendre qu'à 10 minutes à peu près de Clermont-Ferrand, on avait des choses exceptionnelles à faire découvrir. Au niveau de la Fondation Aubéry du Val et de l'entreprise, on veut absolument transmettre tout ce qui est lié au patrimoine, tout ce qui est lié à la ruralité. Et notre objectif, c'est que les générations futures puissent incarner ce qu'on est en train de porter. Donc a été mis en place sur le territoire une vingtaine d'éco-compteurs. Donc c'est simplement des outils de pilotage pour pouvoir apprendre à gérer la fréquentation, regarder un peu ce qui se passe sur chaque puits. On a à peu près 80 puits sur la chaîne. Et c'est récupérer de la donnée, récupérer beaucoup d'informations sur le nombre de passages au niveau des randonneurs, au niveau des vététistes, pour arriver peut-être à terme à mieux gérer le flux, parce qu'on s'aperçoit par exemple que sur le Pariou, on a pratiquement 80 000 personnes sur un seul chemin dans l'année. C'est une grosse fréquentation le dimanche, c'est un pic exceptionnel, soit pour la Toussaint, soit pour le mois de mai. Et voilà, donc vraiment beaucoup de personnes qui passent sur ces chemins. Et à un moment, c'est de se dire, il faut peut-être qu'on travaille sur la mise en valeur d'autres territoires ou d'autres puits dans la chaîne pour qu'on puisse mieux piloter la fréquentation. Après, nous, voilà, on est fiers de ce projet, mais il est encore plus simple de travailler avec les gardes du parc, qui eux sont vraiment des spécialistes et qui vont pouvoir vous donner toutes les informations sur ce beau projet de pilotage et d'éthique responsable et citoyenne sur le territoire. La Société des Eaux de Volvic, en fait, est à l'origine, comme les 7 autres membres fondateurs de la fondation de la chaîne des puits Faille de Limagne, tout simplement parce que la première responsabilité de la Société des Eaux de Volvic est de garantir le renouvellement naturel de l'eau minérale naturelle de Volvic et qui fait partie du patrimoine local, bien entendu, et qui se situe donc sur notre territoire de la chaîne des puits Faille de Limagne, plutôt au nord de la chaîne des puits, puisque notre impluvium, c'est l'endroit où en fait la goutte d'eau tombe du ciel et puis s'infiltre pendant 5 longues années pour ensuite atterrir dans notre aquifère, qui est la nappe phréatique, là où l'on capte l'eau minérale naturelle de Volvic, et bien se situe donc sur cette partie nord de la chaîne des puits Faille de Limagne. Pour nous, il est historique, on fait très attention à ce périmètre, à apporter effectivement toute la préservation sur la biodiversité pour justement qualifier notre eau minérale naturelle, qu'elle soit de très très bonne qualité. Eh bien, tout naturellement, et sans mauvais jeu de mots, ça coulait de source que la Société des Eaux de Volvic fasse partie de cette fondation chaîne des puits Faille de Limagne. Moi, je vais faire un focus en fait sur le puits de Vichâtel. C'est un puits qui se trouve sur la partie sud de la chaîne des puits Faille de Limagne. Pour les situer, c'est à proximité de la maison du parc et du lac d'Eda. L'ambition de ce projet a été de rendre accessible à nouveau aux visiteurs ce puits qui était effectivement un petit peu trop boisé et de rendre visible son cratère, et la mise en place d'un sentier pédagogique pour l'ensemble des randonneurs permet effectivement d'avoir une meilleure compréhension de notre territoire volcanique.
Alors, la société Paprec Commandé Chalier a choisi de rejoindre cette fondation tout simplement parce que notre siège social se trouve sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, qu'on est en plein dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et qu'on est concerné du coup en premier lieu par ce territoire et qu'on se sent impliqué et qu'on a envie de contribuer à sa préservation et à sa valorisation. L'Estive de Manson se situe à un endroit stratégique qui est à proximité du Puy Dôme et du Puy de Pariou, qui sont des lieux très fréquentés par les touristes, mais également par les gens d'ici. Et il a l'avantage d'entretenir l'espace et surtout de l'ouvrir. Et donc on a une vue magnifique sur les puits qui sont juste sur l'arrière. Et ça permet du coup de garder cette zone ouverte et de pouvoir l'exploiter sur un plan agricole avec l'élevage ovin. Alors ici, nous sommes à l'Estive de Manson, qui a une particularité, c'est que c'est un territoire où les genêts ont vraiment envie de pousser. Donc on se situe là dans une pelouse, mais qui est en train d'être colonisée. Et en fait, on voit là sur cette pousse que toutes les pointes ont été cassées parce qu'elles ont été broutées. Et s'il y a assez de brebis, en fait, les genêts ne vont jamais arriver à se développer. Je ne sais pas s'il y a des petites plantules, peut-être pas. Les genêts ne vont pas arriver à se développer et comme c'est une légumineuse, ça fertilise et on aura une jolie herbe. Par contre, si on n'a pas assez d'animaux, si on fait arriver les animaux trop tard, le genêt va pousser, il pousse très vite et quand il va dépasser la hauteur de la brebis, les brebis ne pourront plus les contrôler. Et comme on a en gros jusqu'à 1000 graines par mètre carré sur des territoires comme ceux-là et qu'il suffit de 2 pouces pour couvrir complètement au bout de 8 ans la surface, si on ne fait rien, en 5 ans, l'espace est totalement impénétrable. Sur ce territoire, compte tenu de la dynamique des genêts, on combine à la fois du pâturage qu'on essaye de cloisonner avec des clôtures, et du girobroyeur. Le girobroyeur, c'est une grosse tondeuse à gazon qui va permettre d'éliminer les genêts trop hauts et favoriser la circulation des brebis sur toute la surface pour aller pâturer et pour aller aussi consommer les jeunes pousses. On cherche un équilibre entre faire passer les animaux et de temps en temps passer le girobroyeur. L'idéal, c'est de le passer le moins souvent possible, mais parfois on est obligé parce que le genêt est très très fort. Donc on ne peut pas dire dans 200 ans voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en permanence, il faut avoir à l'esprit que rien n'est figé, que tout bouge. Et c'est que plutôt que d'empêcher, c'est d'accompagner le mouvement et de le faire aller dans la direction que l'on souhaite. Plus d'arbres, moins d'arbres, plus ouverts, moins ouverts, plus diversifiés, plus homogènes. C'est un équilibre permanent et il se cultive. Et justement, ce qui était nécessaire, c'était que ce lien se crée entre tout le monde. On a besoin d'avoir des acteurs actifs qui continuent à faire vivre le bien dans cette nouvelle catégorie, dans cette nouvelle sphère, et la Fondation a un rôle fondamental à jouer dans cette affaire. L'annonce du succès de l'enregistrement de ce patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça a été un événement qui restera gravé dans nos mémoires, mais malgré tout, je pense à quelque chose de complémentaire. Vous voyez, quand vous prenez le petit train du Puy de Dôme, à un certain moment, vous voyez passer un troupeau mobile. Et moi, ça me rappelle à la fois l'enfance et ceci, c'est notre petite Madeleine de Proust. Alors, l'anecdote, elle est portée par Marc Dauzat au départ, qui était un des fondateurs, comme je le disais tout à l'heure, avec la famille Chalier de la Fondation. L'idée, c'est que quand je lui parle de la Fondation, lui vient tout de suite à l'esprit une race de moutons, la race Rava, qui est emblématique du territoire, puisque c'est une race originaire des puits auvergnats. Et ça a été l'emblème au tout départ de la Fondation, pendant des mois et des mois, chaque fois que les 7 fondateurs se retrouvaient, c'était discuter avec M. Touré, qui était berger-éleveur sur Gel, de cette race qui est emblématique et qui correspond bien à la philosophie et à la culture auvergnate. Sobriété, simplicité, rusticité.
Peut-être que le meilleur souvenir, il est assez récent, c'est la conférence de presse qui a eu lieu au mois de mars, qui s'est fait dans une période qui était un petit peu chaotique et pour être tout à fait honnête, on ne savait pas s'il allait y avoir une audience importante auprès des journalistes et on s'est retrouvé avec une salle remplie de journalistes et derrière, par ricochet, un nombre de projets proposés très conséquent. Donc voilà, là on a reçu effectivement beaucoup de propositions qu'on va accompagner, qu'on va choisir et ça je trouve que ce côté très proactif dans la fondation de la chaîne des Puys où on se sent vraiment acteur est important. Une remarque, je dirais, personnelle, je suis de formation plutôt ingénieur avec différents parcours plutôt dans l'industrie. Rencontrer tous ces acteurs dans des mondes complètement différents, pour moi j'ai appris énormément, j'ai rencontré des personnes qui sont extrêmement enthousiastes, qui ont des passions et dans d'autres environnements, pour moi ça a été une découverte incroyable. Des souvenirs il y a plein de rencontres, Mais si j'ai un souvenir à la fois personnel en Auvergnat d'adoption et peut-être en tant que membre de la Fondation, c'est quand même la célébration de la reconnaissance de l'inscription. Nous sommes très contents en fait d'avoir pu contribuer à cette aventure dès le départ, puisque c'est une aventure qui se termine bien avec le classement UNESCO et on est vraiment très fiers d'avoir pu obtenir ce résultat et d'être aujourd'hui sur cette zone, d'être implanté sur cette zone. Le moment finalement qui m'a le plus marqué pendant ces quelques années passées à la Fondation, c'est sans doute le 2 juillet 2018 lorsque l'annonce de notre inscription, de l'inscription de la chaîne des Puys Faille de Limagne a été confirmée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous on suivait ça à distance, derrière un écran, avec des SMS, avec des messages qui arrivaient. Et quand cette annonce a été confirmée, c'était un énorme soulagement parce qu'il y a eu un suspense énorme. Soulagement, beaucoup de joie et puis aussi un sentiment de profonde reconnaissance pour tous ceux qui ont porté ce travail-là pendant 11 années, qui n'ont jamais baissé les bras, qui se sont remis en question, qui ont retravaillé le dossier et qui sont allés jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un souvenir très fort. À ceux qui vont venir ici, et ils sont de plus en plus nombreux, la première des choses à leur dire, c'est profiter du paysage, vivez par les pieds et par le corps l'expérience d'un mécanisme tectonique époustouflant. Mais la deuxième chose qui doit être dite aussi fort, c'est faites attention, soyez vraiment très attentifs à cette dynamique permanente. Vous êtes aussi une part de cette dynamique. Et si vous ne faites pas attention, vous allez faire basculer la dynamique vers de l'érosion, vers effrayer les brebis, donner plus de travail aux bergers. Et donc il faut qu'en même temps que vous profitiez de l'espace, vous pensiez à tout ce qui a permis que cet espace aujourd'hui soit à votre disposition, soit à votre portée de main, à portée de pied. Si vous avez envie de faire quelque chose pour la chaîne des Puys, je vous encourage à rejoindre la Fondation. Au-delà de la volonté d'engagement et de financement par du mécénat, cette fondation, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de dialoguer et d'échanger avec des parties prenantes très diversifiées. Donc des porteurs de projets, des collectivités, des coopératives, des experts, des associations. On croise et on rencontre et on travaille avec des acteurs très diversifiés. Et c'est vraiment une source d'enrichissement mutuel très important et très bénéfique pour les uns et les autres.